Oui, bonjour à toutes et à tous. Le passage de témoin était bien. Bon, effectivement, on va essayer. Alors, Christine vous a évoqué le fait en disant elle a essayé de simplifier et d'être très claire. J'ai peur d'être un petit peu le contraire. Parce que avec ce texte-là, ça soulève plus, pour moi personnellement, d'interrogations que de réponses à des solutions. Ce qui me gêne le plus dans ce point, c'est que ça soit devenu automatiquement obligatoire. Ce qui veut dire que aujourd'hui, parmi le nombre d'agriculteurs individuels, d'artisans individuels, de commerçants individuels, de tout ce que vous voulez individuel, est-ce qu'il n'y a pas le quart de ces personnes-là qui savent dans quel système ils sont partis ? Donc c'est un petit peu ça, et Christine l'a évoqué en disant oui, mais on va soulever des problèmes au fur et à mesure de ces problèmes, tout au moins quand ils vont se présenter. Et c'est un petit peu cette difficulté. La mécanique. Ok, d'accord, merci. Merci. Bon, alors donc, on va évoquer, alors je m'en excuse auprès des universitaires qui sont là. On a parlé de... Je vais peut-être dire une incongruité, mais Christine a parlé de droit positif. J'ai tendance à considérer qu'on se trouve devant un droit interrogatif, plutôt, par rapport à cela. Vous avez ici, alors je passe très vite puisque Christine l'a évoqué, vous avez ici un peu l'ensemble des textes qui sont parus, c'est-à-dire une avalanche de décrets. Pour une fois qu'on a les dispositions réglementaires qui paraissent très très vite après les dispositions législatives, eh bien c'est parfait. Bon, n'oublions pas aussi dans quelle période nous étions, période électorale. Donc on nous a parlé de patrimoine affecté. Alors patrimoine affecté à une activité professionnelle, ce qui veut dire que, et ça a été évoqué par Christine, c'est-à-dire que finalement le patrimoine affecté, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est qu'un patrimoine affecté ? Parce qu'un patrimoine, ça peut être un ensemble de biens, ça peut être un ensemble de droits, ça peut être un patrimoine culturel, ça peut être le patrimoine que l'on a parce qu'on habite en France, patrimoine français. Qu'est-ce que c'est cette notion d'universalité et de patrimoine ? Alors effectivement, il y a toute une série, enfin il y a déjà quelques auteurs qui sont penchés sur cette notion de patrimoine affecté et qui ont abouti un peu à la conclusion, et ce qui est vrai, ça représente une universalité. Parfait, le seul problème, c'est que c'est une universalité laquelle ? De droit ou de fait ? Alors effectivement, quand on regarde le texte, il semble bien que ça soit une université de droit, ce qui va donc forcément nous évoquer quelques problèmes que l'on va évoquer. Alors c'est une universalité de biens, de droits, d'obligations et de sûreté qui séparent des autres biens, parce qu'on va créer des patrimoines autres que professionnels, c'est donc un patrimoine, on va l'appeler personnel, et donc seul ce patrimoine affecté va être responsable vis-à-vis des engagements qui auront été pris par l'entrepreneur individuel dans le cadre de son activité. Ce que Christine a évoqué, on a un actif, le patrimoine, on a un passif, c'est les engagements qu'on a engagés vis-à-vis de ce patrimoine. Donc, parfait, mais ce patrimoine affecté qui est responsable, en l'occurrence, de sa constitution, eh bien, c'est l'entrepreneur. Et d'où, finalement, ce problème que l'on va avoir, c'est l'entrepreneur lui-même qui considère ou qu'il affecte certains biens comme faisant partie de son patrimoine professionnel ou personnel. Donc ça va nous poser quelques questions, déjà, sans aller plus loin, ça va nous poser quelques questions. C'est, en l'occurrence, si ce patrimoine représente une certaine universalité, j'ai tendance à dire, j'avance jusque-là, un bien, finalement, un bien collectif, comprenant différents autres biens, mais si ça représente un certain bien, est-ce que ce patrimoine, en tant que bien, peut faire l'objet d'une transmission ? Alors, c'est une question qu'on se pose. Le seul problème qu'il y a, c'est que dans le texte, quand on le relit, on s'aperçoit que, finalement, oui, on peut transférer universellement, un transfert universel de ce patrimoine. On n'a pas dit transmission.
Alors, quelle est la différence entre la notion de transfert et la notion de transmission? Je vous laisse le juge, mais je pense qu'on pourrait faire des thèses de doctorat sur ce point-là, et je ne sais pas si on aurait la réponse. On ne parle pas de transmission universelle, on parle de transfert universel. Alors, est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est une erreur rédactionnelle de la loi? Je ne sais pas, mais il n'empêche que ça apporte des interrogations quand même. Et donc, certains auteurs, à partir de ça, se sont dit, bon, finalement, ce patrimoine affecté, c'est un genre de contenant, une enveloppe, un sac, qui comprend des biens, c'est-à-dire qui comprend des contenus. Et donc, est-ce que ce contenant, on peut le céder? Alors, il y a déjà eu une thèse de doctorat qui date de 2016, me semble-t-il, l'écran est un peu loin, de 2016, et qui a effectivement abouti un petit peu à cette conclusion que finalement, un patrimoine peut faire l'objet d'une transmission. Bon, ben on va aller un peu plus loin dans le raisonnement. Si ça peut faire, à supposer que ça puisse faire l'objet d'une transmission. Et d'ailleurs, le texte le prévoit, puisqu'on précise que ce patrimoine affecté peut faire l'objet d'une mutation onéreuse, de mutation gratuite, d'apport en société, de transmission entre vifs. Donc, on aboutit à cette notion d'une certaine façon, de transmission. Mais maintenant, essayons de regarder vis-à-vis de l'exploitation agricole. En matière de droit des biens, ben oui, mais il y a 80% des couples français qui sont mariés sous un régime de communauté. Et ce qui veut dire que je peux, en l'occurrence, qu'est-ce qui va en être de cet ensemble de contenants qui va comprendre à la fois des biens communs et des biens propres? Parce que quand on regarde un régime matrimonial sous le régime de la communauté, je peux vous dire qu'on peut avoir une addition de biens propres, des biens propres par accessoires, des biens propres par substitution, etc. Donc on a une complexité, et si on considère qu'il y a une universalité juridique, est-ce qu'on a une universalité matrimoniale, en quelque sorte, vis-à-vis des règles des régimes matrimoniaux? Et la question est tout autre. Ça va nous poser des interrogations, on va approfondir un peu après. En matière de réglementation, ce que j'appelle les réglementations périphériques, pour en avoir un peu discuté avec Hubert, effectivement, dans ce patrimoine professionnel, puisqu'on va voir de quoi il est constitué, on peut avoir le foncier. D'accord ? Alors, si je pars du principe que je peux transférer mon patrimoine professionnel, qu'est-ce qu'il va en être du transfert de foncier qui fait partie intégrante de ce patrimoine professionnel? Intervention ou non de la SAFER? Eh oui. Qu'est-ce qui va en être, parce qu'on va le voir aussi effectivement, cette notion-là, qu'est-ce qui va en être aussi dans cette notion que l'on a de l'agriculteur qui exploite, il exploite en tant que propriétaire, mais il peut exploiter en tant que locataire. Il y a un droit au bail. Qu'est-ce qu'il en est de ce droit au bail? Alors, si je prends en l'occurrence par comparaison le fonds agricole comprend les droits, les biens, les contrats cessibles. Parfait, donc le bail cessible. Mais là, on ne nous parle pas de ça. Qu'est-ce qu'il va en être? Est-ce que finalement, le droit au bail d'un bail cessible pourrait faire partie de ce patrimoine affecté? Et alors, si la réponse est positive, qu'est-ce qui va en être des autres baux qui ne sont pas cessibles? D'où problème. Qu'est-ce qui va en être aussi en matière de juxtaposition des différents textes qui vont s'appliquer? C'est-à-dire que, en l'occurrence, je peux avoir des textes différents qui vont s'appliquer sur certains biens du patrimoine professionnel et qui, éventuellement, donc d'autres textes vont s'appliquer sur des patrimoines qui ne font pas partie du patrimoine professionnel. Sauf que vous allez avoir un bien, ce que j'appelle commun. Ça a été cité par Christine, c'est-à-dire qu'un bien qui est à la fois patrimoine professionnel et à la fois patrimoine personnel, ce que certains auteurs ont appelé des biens mixtes, en l'occurrence. Qu'est-ce qui va en être de tout ça? Je n'ai pas de réponse, je n'ai pas plus de réponse qu'effectivement, Christine vous le disait tout à l'heure, on n'a pas de réponse au sens où ça soulève toute une série d'interrogations. Alors on a quand même quelques principes qui sont retenus. Premier point, il est précisé dans ce texte que les dispositions légales qui sont spécifiques à la vente, à l'apport en société, aux donations, c'est-à-dire aux transmissions entre vifs, aux cessions de créances et aux contrats
continue à s'appliquer ou s'applique. Ce qui voudrait, si je vais jusqu'à ce niveau-là, ça voudrait donc dire que finalement, je reprends le problème du foncier avec la SAFER, donc ça veut dire que si le foncier, à l'intérieur de ce patrimoine professionnel qui fait l'objet d'une cession, eh bien, à ce moment-là, la SAFER conserverait ses droits spécifiques au sens réglementation et pourrait intervenir sur faire jouer un droit de préemption sur le foncier. Par rapport à ce principe, on l'a retenu. Alors, on peut estimer que ce raisonnement semble avoir un fond de vérité. Pourquoi ? Parce que vous avez l'article 526-27 dans le premier et dans le troisième alinéa qui apporte des éclairages. Premier point, on nous dit, dans le premier alinéa, que l'entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, c'est ce que je vous évoquais, peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l'intégralité de son patrimoine professionnel sans procéder à la liquidation de celui-ci. Donc, on arrive au fait que ce patrimoine affecté peut faire l'objet d'un transfert. C'est clair. Deuxième aspect, oui, mais troisième alinéa, on nous dit le transfert non intégral, un transfert de certains biens et pas de tous les biens. Le transfert non intégral d'éléments du patrimoine professionnel eh bien, demeure soumis aux conditions légales applicables à la nature du dit transfert et, le cas échéant, aux éléments transférés. Ce qui voudrait donc dire par rapport à cela, dans un agriculteur entrepreneur individuel qui souhaite vendre du foncier, en l'occurrence, là, sans aucune difficulté, la SAFER peut intervenir puisque le texte le prévoit. Le problème qu'il y existe, c'est effectivement, qu'est-ce qu'il en est quand c'est la totalité du patrimoine qui fait l'objet donc d'un transfert. J'ai tendance à considérer que pour moi, le premier principe s'applique, c'est-à-dire que les textes s'appliquant en termes d'apport en société, de vente, de mutation à titre gratuit, continuent à s'appliquer. Mais ça n'est qu'une réflexion. Deuxième point, alors ce texte, on me dit patrimoine affecté, d'accord, et c'est quoi le patrimoine affecté ? Eh bien, on me dit que ce sont les biens utiles. Ah, alors je vous signale, et je vous rappelle que dans l'EIRL, on parlait de biens nécessaires. Bon, vous me direz, on ne va pas faire de l'analyse de texte entre biens utiles et biens nécessaires, mais il s'avère que finalement, ça signifie le bien utile que l'interrogation qu'on s'était donnée en matière de EIRL, est-ce que j'ai un tracteur dans mon patrimoine EIRL par exemple, est-ce que je change ce tracteur et j'en reprends un nouveau, est-ce que le nouveau va intégrer ce patrimoine de l'EIRL ? On s'était posé cette question-là. Là, on n'a pas, en fonction de la rédaction, on n'a pas à se poser. Le nouveau tracteur que je vais acheter qui va remplacer l'ancien est utile à mon activité. Et donc, le texte, effectivement, nous dit que ce patrimoine affecté, professionnel affecté, c'est tous les biens, droits, obligations et sûretés, etc. Mais on va plus loin, par nature et par destination. J'ai tendance à dire, effectivement, ça me paraît logique, s'il y a le foncier qui fait partie du patrimoine professionnel, forcément, la présence du foncier va entraîner toute une série de biens meubles comme étant des immeubles par destination. Je vous ai évoqué tout à l'heure, et ça c'est vrai, que la charge de la preuve appartient à l'entrepreneur. Attention, c'est un peu ce problème qu'il y a, ce qui veut donc dire que vous risquez d'avoir éventuellement les créanciers qui risquent de considérer que certains biens ne font pas partie du patrimoine professionnel pour différentes raisons de la personne, et en l'occurrence pourraient servir de gage certains créanciers personnels, et donc servirait de gage aux créanciers personnels. Bon, si effectivement on peut aller jusqu'au fait où on peut estimer qu'il peut y avoir une saisie, en l'occurrence, comment dirais-je, un acte de saisie, je cherche le terme, un acte de saisie qui n'a pas lieu d'être, voilà, si effectivement le bien saisi par un créancier personnel fait quand même malgré tout partie et est démontré par l'entrepreneur comme faisant partie du patrimoine professionnel, effectivement, là, ça s'appliquera sans difficulté. Alors, le texte nous définit ce que c'est que ce patrimoine. De quoi est-il composé ? Il est composé des fonds de commerce, etc., du fonds agricole, d'accord, des biens corporels, etc., donc je passe, les biens meubles, ainsi que le matériel agricole, ou le site, le matériel agricole est cité,
ainsi que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes, le cas de l'agriculteur qui fait du circuit court avec sa petite camionnette, par exemple, ainsi que les activités de transport, bon, remorques, tout ce que vous voulez. Les biens immeubles, donc servant à l'activité, donc on va se poser la question du foncier agricole, y compris la partie de la résidence principale qui serait utilisée pour l'activité professionnelle, ce que j'appelle finalement le bureau. Hein? Dieu sait que dans des contrats de mise à disposition de biens à des sociétés, on a isolé parfois, on a mis à disposition parfois le bureau de l'agriculteur, mis à la disposition de la société, etc. Attention, attention, je vais un peu plus loin pour le foncier. Voilà ce que dit le texte. Le texte dit que font partie du patrimoine professionnel lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont l'entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition à l'activité professionnelle de l'agriculteur ou de l'entrepreneur. Là, c'est le cas typique des SCI ou des GFA. Ce qui veut donc dire qu'un agriculteur qui se dit « je vais mettre mon foncier à l'abri, je vais me faire un petit GFA avec mon épouse et puis au besoin mes enfants, et puis comme ça, si jamais il nous arrive quelques difficultés financières, eh bien, ça sera dans le GFA, et les biens dans le GFA, au sein du GFA, les biens ne pourront pas faire l'objet de saisie. Parfait, les biens, oui, mais c'est les parts ou actions qui pourront faire l'objet, qui font l'objet d'une inscription dans le patrimoine professionnel. Hein, ça me fait penser à un bon confrère et ami qui, en l'occurrence, avait dit bah, « Tiens, je fais une SCI pour... j'ouvre mon cabinet, je vais faire une SCI, pas de problème, etc. » Puis il a découvert ce texte-là, il s'est dit « Bon, ben, je me suis fait avoir. » Donc, effectivement, vous voyez jusqu'où ça va. Donc, ça va très loin. C'est finalement, là, on a une notion de patrimoine professionnel, ce que j'appellerais, moi, par ricochet, d'une certaine façon. Hein? Donc, on continue. Les biens incorporels, les fonds de caisse, etc., etc. Donc, là, quand je vois ce texte-là, je me pose quelques questions. Je me dis, les biens, on me parle à chaque fois de biens. Alors, est-ce que c'est le bien au sens juridique du terme, ou est-ce que les biens au sens du législateur, qui n'a pas été jusqu'au bout, si vous voulez? Pourquoi? Ben parce qu'on peut se poser quelques questions, par exemple, des contrats. Alors, quand on regarde la définition juridique d'un bien, c'est un bien dont je suis titulaire d'une certaine façon. Je ne veux pas dire propriétaire, ce n'est pas tout à fait le terme, mais dont je suis titulaire. Est-ce que le contrat fait l'objet, donc, d'un bien dont je suis titulaire? Est-ce que le droit au bail, on l'a évoqué tout à l'heure, est-ce que le droit au bail pourrait être considéré, même si c'est un bail cessible, est-ce que ça pourrait être considéré comme étant un bien dont je suis titulaire? Alors, je soulève peut-être des interrogations là où il n'y en a pas, si vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est que ça me gêne quand, effectivement, un texte me parle de bien, sachant qu'on sait très bien on sait très bien qu'une entreprise comporte des biens et des droits, si vous voulez. Donc, conclusion, on arrive au foncier agricole. Donc le foncier agricole, question à se poser, est-ce que le foncier agricole fait partie du patrimoine professionnel? Ben, réponse oui. C'est clair, il est utile à l'activité. D'accord? C'est en plus le problème qu'il y a, je m'adresse un petit peu à nos amis les experts comptables qui sont présents ici, vous savez très bien qu'en matière agricole, le foncier agricole, je peux opter pour une inscription ou une non-inscription au bilan. Est-ce que je vais aller faire un raisonnement jusque-là en me disant, bah, puisque le foncier, j'ai décidé de ne pas l'inscrire au bilan, eh bien, je considère que ce foncier ne fait pas partie du patrimoine professionnel. Là, la réponse, on l'a. On l'a de différentes façons. On l'a sur un plan législatif, puisque vous avez le texte de 526-26 grande 2 qui dit que lorsque l'entrepreneur individuel est tenu à des obligations comptables, légales ou réglementaires, eh bien, son patrimoine professionnel est présumé comprendre au moins l'ensemble des éléments qui sont inscrits dans les documents comptables. Ce qui est présumé, ça veut dire que l'inscription comptable n'est pas, en quelque sorte, une
n'est pas une règle à retenir, c'est la présomption. Deuxième aspect, c'est qu'à supposer que je fasse un bilan comptable, eh bien, il n'empêche que les biens qui sont dans mon bilan comptable font partie du patrimoine professionnel, mais c'est au moins ceux-là. Ça peut être d'autres qui ne font pas partie du bilan comptable. Donc je pense que là, la réponse est claire par rapport à l'inscription ou non d'un foncier en bilan comptable. Le foncier agricole, même s'il n'est pas inscrit en bilan comptable, fait partie du patrimoine professionnel. Alors, je vous ai mis, parce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, une réponse, une décision de la Cour de cassation en matière de pacte Dutreil. Et parce que ça va un peu dans le même sens, ce pacte Dutreil, et ça concerne justement la transmission d'une exploitation individuelle agricole. Et voilà ce que dit la Cour de casse. L'exonération liée au pacte Dutreil s'applique uniquement aux biens qui sont nécessaires à l'exploitation. Le critère retenu pour déterminer le périmètre de l'exonération est le critère économique d'affectation du bien. Ce qui veut donc dire qu'on fait appel à une notion de critère économique qui n'est pas forcément un critère fiscal ou pas forcément un critère comptable. Et puis on me dit les biens, alors là, dont les biens qui font partie du patrimoine professionnel sont les biens dont l'entrepreneur est titulaire. Qu'est-ce que c'est que la titularité? Quand vous regardez, la titularité est beaucoup plus liée à des droits subjectifs. Je suis titulaire d'une chaire d'enseignement. C'est bien ça. D'accord? Et je ne suis titulaire d'un droit, et en l'occurrence incorporel. Je suis titulaire de la médaille commémorative, de je ne sais pas quoi. C'est ça, je suis titulaire. Et donc on fait appel à ces notions de droits subjectifs et non pas des droits de propriété. Alors, bon, vous me direz que ce terme de titulaire peut se voir aussi au sens large. Au sens large. Mais forcément, ça va nous poser quelques questions si on le voit au sens large, ce terme de titulaire. Qu'est-ce qu'il va en être éventuellement, alors je reprends, des contrats dits incorporels? Est-ce que je suis titulaire d'un contrat? Je ne sais pas. Oui, d'accord. Tout à fait. Je te donnerai la parole. Deuxième aspect. Il y a le problème bien sûr, des régimes matrimoniaux. Bien commun, bien propre. C'est le cas, en l'occurrence, du possesseur de mauvaise foi. Est-ce qu'il est titulaire? C'est le cas des biens indivis. Est-ce que le seul co-indivisaire est titulaire du bien alors que le bien appartient à une indivision? Donc c'est un petit peu tous ces aspects-là, si vous voulez, que l'on peut avoir. Tu veux, pendant qu'on est sur ce point? Je ne pensais pas prendre la parole, mais c'est vrai que là, on est sur la théorie du droit des biens, en réalité, théorie du patrimoine. Dans la théorie du patrimoine, d'abord on distingue, avant d'aborder la théorie du patrimoine, en droit des biens, on distingue les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. Donc le droit à l'image, le droit à l'honneur, le droit à la vie privée font partie non pas du patrimoine d'un individu, mais font partie de l'extra-patrimonialité, on pourrait dire. Dans la théorie du patrimoine, on a évidemment le droit des biens, mais on n'a pas que le droit des biens. Quand un contrat fait naître un lien obligationnel entre deux sujets de droit, et ce lien obligationnel peut donner lieu à une créance qui peut avoir en soi une valeur patrimoniale. Alors je sais que ça a été discuté, et là tu ouvres un chapitre extrêmement fourni à l'université, mais de savoir si la créance peut être assimilée à un bien, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de débat pour dire qu'une créance est un bien. Donc en réalité, quand tu as un contrat, un lien obligationnel entre deux personnes, deux sujets de droit, si ce lien obligationnel a une valeur patrimoniale, tu prenais l'exemple du bail rural. C'est un bon exemple, parce qu'on connaît à la fois le bail rural dénué de toute valeur patrimoniale, qui est donc un droit extra-patrimonial qui ne rentre pas dans le patrimoine de l'individu, et tu as également le bail cessible, qui lui a une valeur patrimoniale, et tu as un lien obligationnel entre le bailleur et le fermier, et tu as bien une valeur patrimoniale, tu as une créance qui rentre dans le patrimoine de l'individu. C'est pour ça que la liste
n'est pas du tout gênante. La liste n'est pas gênante. Lorsqu'on parle du contrat, lorsqu'on parle du fonds agricole, alors juste un autre point, parce que c'est vrai que je pensais vraiment pas intervenir, mais sur la théorie du patrimoine, tu avais parlé des concepts d'universalité. En droit, on distingue l'universalité de droit, l'universalité juridique et l'universalité de fait. L'universalité de droit, et tous les étudiants en droit ont appris ça à la faculté, malheureusement, on les embête avec ça, Christine également, sans doute, en première année, c'est la fameuse théorie d'Obriero. On a dit une personne égale un patrimoine, une personne juridique. C'est pour ça qu'avant la création de ce qui constitue une bombe juridique, de ce dont vous parlez, c'est une révolution pour les civilistes, vous avez une personne, vous avez un patrimoine. Donc le droit de gage général des créanciers porte sur l'intégralité du patrimoine de la personne. On a confondu la personnalité d'un individu, personnalité juridique, avec son patrimoine. Pour les sociétés, la société est universalité de droit, puisqu'une société dotée d'une personnalité morale, le droit est capable de créer des personnes juridiques distinctes des personnes physiques, la personnalité morale égale une personne, donc c'est une universalité de droit, le patrimoine de la société sert de gage aux créanciers. L'universalité de fait. L'exemple type que l'on donne aux étudiants, c'est le fonds de commerce. C'est l'enveloppe juridique, c'est un bien qui est composé des éléments qui composent ce fonds de commerce. Cette universalité juridique également, parce que cette universalité est organisée par la loi de 1909. Donc on a une universalité de fait, mais on a aussi une universalité juridique qui est organisée par le législateur. Là, avec la création... Alors, je prends l'exemple du fonds agricole qui nous intéresse. Le fonds agricole créé en 2006, c'est donc, comme le fonds de commerce, une universalité c'est pas une universalité de droit, c'est pas une personne juridique, c'est une universalité juridique parce que ça a été organisé par la loi du 5 janvier 2006, et c'est une universalité de fait, parce qu'il faut un nantissement supplémentaire, ça se fait pas de plein droit, pour que l'actif réponde au passif, et réciproquement. Ça, c'est les trois concepts. Ici, on a un bouleversement. On crée une notion de patrimoine qui est distincte de la personnalité juridique. Une personne, schizophrénie juridique, a deux patrimoines. C'est une révolution. La question que tu poses par rapport, me semble-t-il, en t'écoutant, par rapport à la SAFER, par rapport, je ne sais pas, à la location de ce patrimoine, au transfert, etc. La première question qu'il faut se poser, parce que tout a été conçu autour de la distinction meuble et immeuble, c'est quelle est la qualification juridique, la nature juridique, me semble-t-il, en vous écoutant. Hein. Est-ce qu'il s'agit d'un immeuble ou d'un bien meuble ? Si tu prends l'exemple de la SAFER, le syllogisme est simple, hein, la SAFER a un droit de préemption, article 143-1 du Code rural, en cas d'aliénation à titre onéreux d'un immeuble d'usage agricole. Donc le problème, c'est de savoir si, lorsque tu cèdes le patrimoine, tu cèdes un bien meuble ou un immeuble. On a eu ce débat pour le fonds agricole. En 2006, et d'ailleurs en 1909, je parle sous le contrôle de Christine qui vient du droit commercial, du droit des affaires, mais il y a eu tout un débat pour savoir quelle est la nature juridique du fonds de commerce. Est-ce qu'il s'agissait d'un bien immeuble ou d'un bien meuble? Et la réponse qui a été donnée en droit positif, c'est de dire que le fonds de commerce est un bien mobilier incorporel, propriété incorporelle. Et le fonds agricole, d'ailleurs on n'y a pas mis la terre dedans. On n'y a pas mis la terre, pourquoi? Tous les immeubles, parce qu'on ne voulait pas entrer dans une qualification. On a construit le fonds agricole en 2006 sur le modèle du fonds de commerce. Donc en fait, pour moi, la première question à se poser, c'est quand je transfère un patrimoine, quelle est la nature juridique du bien? Est-ce que je transfère un immeuble ou un meuble? Parce que les textes ont été construits. Pour cette tant qu'on n'a pas répondu à cette question, par contre, dans l'exemple que tu donnais, je n'avais pas vu le texte du Code de commerce, hein, je découvre avec toi. En fait, il y a un moment donné, on dit les dispositions applicables. Voilà. Non, peut-être avant. Voilà, le transfert non intégral d'éléments de ce patrimoine demeure soumis aux conditions légales. Bah oui, si je cède un immeuble qui compose ce patrimoine, j'ai forcément la SAFER qui s'applique. Par contre, à contrario, on pourrait dire, ça ne s'applique pas. Alors, Christine doit peut-être répondre. Vas-y. Effectivement, parce que c'est une question, et on en a parlé avec Hubert et avec d'autres,
depuis un certain temps, depuis le mois d'avril, hein, en gros. Moi, j'ai écrit certaines choses en me posant des questions, en me disant, mais c'est quelque part, si effectivement on est sur le patrimoine qui est un ensemble de nature immeuble, même s'il comprend tout ou partie d'immeubles, ça posait des problèmes quand même. Et à force de tourner, et notamment avec la collègue Nada Julian, dont on évoquait tout à l'heure la thèse, qui travaille beaucoup sur ces questions-là, on est tout un groupe d'universitaires qui essayons de phosphorer pour essayer de comprendre et décrypter un texte en fait qui a tout simplement été mal écrit. Alors déjà, il y a une petite subtilité de texte, c'est-à-dire qu'on ne parle, et Lionel en parlait tout à l'heure, on ne parle pas de transfert, de transmission de patrimoine, mais on parle de transfert. Alors, du coup, je pense que les experts comptables qui sont dans la salle me comprendront très vite et très fort, c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, on n'est pas dans l'hypothèse où, en cas de transmission universelle, on n'a pas la tube, entre guillemets, classique du droit des sociétés, puisque la tube classique du droit des sociétés, elle entraîne la fusion, quelque part, de tous les éléments d'actifs et de tous les éléments de passifs. C'est-à-dire qu'en fait, le patrimoine qui est absorbé dans le cadre de la tube disparaît au bénéfice d'un seul et unique patrimoine de la société absorbante, on va dire, ou l'associé unique en cas de dissolution d'une société unipersonnelle avec associé unique. Donc voilà. Et là, on n'a pas ce système-là, puisqu'en fait, le transfert de patrimoine, indépendamment de l'apport en société, mais le transfert de patrimoine, quand il est cédé notamment à titre onéreux, ne disparaît pas. C'est-à-dire que c'est un ensemble avec actifs et passifs qui est cédé. Et donc, du coup, on n'est pas tout à fait... Donc, les solutions qu'on avait dans la tube droit des sociétés ne s'appliqueraient pas complètement ici. Et ça explique bien qu'en fait, on est dans le même système que la transmission, le transfert d'un patrimoine EIRL. Donc ça, c'est la chose. Et puis, en fait, mes chers collègues ont été creusés, ont fait un travail, ce qu'on appelle d'exégèse, au cours de l'été. L'été nous sert aussi à ça. Et en fait, il s'avère qu'au travers des discussions devant le Sénat a dit que... Alors, c'est l'expression qu'on avait tout à l'heure. Donc, j'ai problème de... Ça y est, les vengeances du mieux. Alors, il y avait l'expression « sauf disposition contraire ». Les règles relatives à la vente, à la donation ou à l'apport en société de biens de toute nature seraient applicables selon le cas, de même que les règles relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats. Et pour le Sénat, eh bien, en fait, le fait de préciser que les dispositions relatives au droit de préemption des entités publiques et au recours aux commissaires aux apports ont été supprimées, considérées comme étant surabondantes. Et donc, si on considère qu'elles sont surabondantes, ça veut dire qu'elles ont quand même vocation à être appliquées et à être respectées. Et je pense que là, c'est une grosse piste. Ça veut dire que là où on avait vraiment des interrogations, eh bien, quelque part, il s'avère que le législateur a livré un texte sous prétexte de simplification et d'éviter d'expressions surabondantes. C'est complètement emmêler les pinceaux ou à mélanger les claviers du texte. Et on arrive à des situations qui étaient complètement impraticables parce qu'il est vrai, en théorie, c'est un peu inconcevable d'enlever complètement la mise en œuvre des droits de préemption légaux. Donc voilà, et c'est pour ça que du coup je me suis permis d'intervenir à nouveau, et je pense que c'est effectivement une information importante. Là où on a pu se poser des questions, on a une première piste d'interrogation, en tout cas sur la SAFER. On a encore plein de problèmes sur le bail. Merci. Alors peut-être pour poursuivre un petit peu ce que disait Hubert, est-ce que le patrimoine affecté est juridiquement un immeuble ou un meuble ? Quand vous prenez la définition du patrimoine affecté, on vous parle d'immeuble par nature et par destination. Et donc, ça veut dire que, est-ce que ça peut entraîner une réflexion sur cet aspect-là, puisque par la présence d'immeubles par nature, il y a tout un tas de biens qui peuvent devenir immeubles par destination, y compris des biens meubles. Je me souviens d'une décision concernant une exploitation horticole où on avait considéré que des sacs de terreau en plastique ont été considérés comme étant des biens par destination, des immeubles par destination, parce que c'était mis à la disposition du fonds horticole. Donc il y a véritablement une réflexion à avoir sur cet aspect-là, sur ces notions de immeuble par nature ou...
Toujours à ton exemple de la SAFER. Dans la SAFER, l'article L143-1 vise le droit de préemption en cas de cession de l'immeuble, mais aussi des biens mobiliers qui leur sont attachés. Des DPB, par exemple, s'ils sont cédés concomitamment avec le foncier, la SAFER a un droit de préemption sur le tout. Donc à la limite, sans même passer par le concept d'immeuble par destination, qui nécessite une volonté d'affectation du propriétaire, d'affecter par exemple les vaches à l'activité professionnelle, c'est en général le cas, donc on donne cet exemple d'immeuble par destination souvent. Les autres biens mobiliers qui composeraient ce patrimoine d'affectation, si ce patrimoine est qualifié d'immeuble, pourront faire l'objet d'une appréhension globale, à mon avis, par la SAFER, enfin, sous toute réserve. Sous toute réserve. Donc alors voilà, un petit peu cette notion, on a soulevé plein d'interrogations concernant déjà la composition et l'état juridique de ce fameux patrimoine affecté. Alors quand on va un petit peu plus loin, on s'aperçoit qu'il y a aussi l'influence des régimes matrimoniaux, puisque donc là, on a véritablement des difficultés, puisqu'on nous dit que le patrimoine affecté peut faire l'objet de mutations, d'apports en société, etc. Qu'est-ce qui va en être ? Le texte qui était dans le IRL, je dis bien le texte qui était dans le IRL, précisait que en cas de transfert, en cas de mutation, en l'occurrence, d'un bien de communauté, il fallait avoir l'accord express du conjoint. Et qu'en plus, ce texte disait dans le IRL, alors vous allez me dire pourquoi vous recitez cet aspect-là, vous allez le voir après. Eh bien, ce texte précisait et continuait en disant qu'un même bien commun ne peut pas faire partie de deux patrimoines EIRL. Et vous allez voir que tout ça, ça va nous poser d'énormes difficultés. Donc ça, c'est le texte de l'IRL. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le statut de l'entrepreneur individuel ? On nous dit rien. On nous dit rien. On nous dit rien. Il s'avère que si ce qu'on nous dit, c'est que le texte de l'IRL qui prévoyait cette notion d'accord express du conjoint, ce texte a été supprimé. Donc aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce qui va en être sur cette notion de bien de communauté dans le cadre d'un patrimoine affecté ? Alors, on va essayer d'évoquer un petit peu quelques points. D'abord, au niveau de la gestion, vous connaissez le principe de gestion en matière des régimes de communauté. En l'occurrence, c'est la liberté de gestion personnelle par l'entrepreneur individuel ou par l'exploitant individuel, dès le moment où ça va servir à son activité professionnelle. Administration, c'est ce qu'on appelle le principe de la gestion exclusive, administration et disposition, puisqu'on s'en va jusqu'à la notion de disposition. Sauf gestion commune au titre des articles 1422, 24 et 25 du Code civil. C'est-à-dire que dans certains cas, va falloir, on va le voir d'ailleurs, l'accord du conjoint. Mais en termes de gestion, parfait, c'est clair, si on considère que le patrimoine affecté est un bien de communauté, eh bien ce texte de régime matrimonial va s'appliquer pleinement dans les régimes, dans les régimes de communauté. En plus, le décret, la loi a précisé en 526-26 la présente section dans lequel on va avoir différents textes qui vont intervenir, la présente section s'entend sans préjudice des pouvoirs reconnus entre les époux. Donc ça veut dire qu'effectivement, tout ce qui est prévu en matière de régime de communauté, vont s'appliquer pleinement, puisqu'on ne remet pas en cause cette notion-là, en l'occurrence. Sauf que, ça va quand même nous poser quelques difficultés. Pourquoi ? Parce qu'on ne nous dit rien sur l'accord express, qui veut donc dire que si on ne précise rien, un entrepreneur individuel pourrait très bien former un patrimoine affecté professionnel sans l'accord express de son conjoint. Parce qu'il n'y a rien de prévu. Sauf le 1422 qui précise qu'effectivement, vous connaissez le principe, c'est je ne peux pas donner un bien en garantie d'une dette sans l'accord de mon conjoint, si c'est un bien de communauté, sauf le 1424 qui précise que finalement, un époux ne peut pas aliéner des biens immeubles ou des parts sociales non négociables de société sans l'accord de son conjoint, en l'occurrence, ça donne quelques dossiers pour les avocats, ces aspects-là. Et puis le 1425 qui précise qu'effectivement, c'est le principe du bail rural, donner un droit à bail rural tout au moins, il faut l'accord du conjoint. Donc ces textes-là vont s'appliquer pleinement. Sauf que
vous connaissez le principe, c'est que dans des régimes de communauté, c'est assez rare qu'il n'y ait que des biens communs. Il y a une addition de biens communs, biens propres qui vient des parents, biens propres, comme je vous l'avais évoqué, biens propres par accessoire, biens propres par substitution, biens propres par attraction. Hein, je vous signale qu'il y a une décision, je me souviens bien, dans la Marne sur une exploitation agricole qui était un régime qui avait été acquis sous régime de communauté. Et puis il a fallu acheter un corps de ferme qui était donc... non, c'est l'inverse, pardon. C'était l'inverse. Voilà. Et puis, effectivement, il a fallu acheter un corps de ferme. Le corps de ferme a été considéré comme étant attiré par l'exploitation, bien commun. Donc, vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle les biens propres par abstraction. Donc, il y a plein de biens. Donc, comment ça va se passer si vous avez dans votre patrimoine affecté des biens qui sont ce que j'appelle mixtes? Alors, il y a un auteur que vous retrouverez d'ailleurs, son article dans la Gazette du Palais, d'avril 2022, qui considère, lui, que finalement, un bien mixte, donc utilisé partiellement pour l'activité professionnelle, eh bien, serait en totalité en patrimoine affecté professionnel, parce que, dit-il, la notion de définition du patrimoine affecté parle de bien, donc s'il y a un bien qui est utilisé même partiellement, il ferait partie de l'actif professionnel. Je trouve que c'est peut-être un petit peu, enfin, je m'en excuse, mais je trouve que c'est un petit peu rapide comme raisonnement, parce que ça peut être gênant, parce que c'est gênant pas forcément pour définir si c'est un bien professionnel ou pas, mais c'est gênant par rapport aux gages vis-à-vis des créanciers, ou personnels ou professionnels. Alors, c'est vrai que ce texte nous dit qu'on peut transférer, on ne va pas revenir sur la notion de transmission ou transférer, on peut transférer intégralement. Donc, ce que Hubert a posé comme question en disant est-ce qu'on transfère un immeuble ou un meuble, finalement, le patrimoine affecté peut faire l'objet d'un transfert intégral. D'accord ? À titre onéreux, à titre gratuit entre vifs, c'est les donations et apports en société. Alors voilà, on arrive à cette notion-là. Si Hubert se pose la question sur la notion est-ce que le patrimoine affecté est un bien immeuble ou un bien meuble, ben moi je pose la question, est-ce que le patrimoine affecté est un bien commun ou un bien propre de par l'activité professionnelle que va faire la personne? Le raisonnement, on peut aller jusque-là finalement. Est-ce que le contenant va entraîner des conséquences sur le contenu? C'est-à-dire si on considère que le patrimoine affecté est un bien propre parce qu'il est utilisé majoritairement, on va raisonner comme ça, dans l'activité professionnelle, est-ce que les biens communs qu'il y aurait dans ce contenant, finalement, deviennent, par ricochet, d'une certaine façon, par attraction, deviennent des biens communs ou propres? C'est grande interrogation et auquel je n'ai pas de réponse non plus. Alors, ce qui est à retenir quand même, c'est que le texte a précisé que le principe de l'immutabilité des conventions qui existent dans les régimes matrimoniaux ne change pas et demeure totalement. Donc, on peut estimer qu'en tout état de cause, en aucun cas, le patrimoine affecté pourrait jouer sur les conventions qu'auraient éventuellement passées les époux entre eux. Alors, on va essayer de se poser des questions par rapport à ça. Le patrimoine professionnel, supposons qu'il soit assimilé à un bien propre, parce que majoritairement composé de biens propres. Puis il y a quelques petits biens communs qui traînent à l'intérieur, en l'occurrence. Bon, parfait. Si on part de ce schéma-là, ça veut dire que le jour où il y a un transfert ou apport en société, seul l'entrepreneur individuel peut, en l'occurrence, donner son accord pour ce transfert. Et on n'a pas besoin du conjoint. Eh oui. Mais le problème, c'est que, est-ce que la qualification bien propre du contenant, du patrimoine affecté, va jouer sur la qualification à l'intérieur de certains biens qui seraient des biens communs? Alors là, si c'est le cas, c'est-à-dire que si les biens communs restent toujours bien communs au sein du patrimoine affecté, ça voudrait donc dire qu'il faudrait quand même, par la présence de ces biens communs, il faudrait l'accord du conjoint. Interrogation. Hein. Interrogation. Deuxième aspect, c'est que si on considère que, là aussi, quelques exemples, si on considère que le patrimoine professionnel est un bien
commun dans sa globalité, même si inversement, il y a quelques biens propres qui sont perdus à l'intérieur. En cas de donation, il faudrait l'accord du conjoint, obligatoirement. Et il faudrait aussi l'accord du conjoint en termes de mutation onéreuse. Pourquoi ? Parce qu'on va considérer au titre de l'article 1424 du Code civil que vous savez qu'il faut l'accord du conjoint pour transférer notamment un fonds agricole ou une exploitation, dit le texte. Le Code civil précise, il faut l'accord du conjoint quand on transfère un fonds agricole bien commun ou une exploitation. Donc, c'est véritablement des interrogations à avoir. Et puis, on va aller sur des aspects, des événements un peu plus négatifs, le décès. Le décès de l'entrepreneur individuel, ça, on n'a pas de souci à se faire. Le décès de l'entrepreneur individuel entraîne la réunion des patrimoines, automatiquement, bien patrimoine professionnel avec le patrimoine personnel. Bon, mais si c'est le conjoint qui décède, mais pas l'entrepreneur individuel. Si c'est le conjoint qui décède, si, à la limite, on peut aller même jusque-là, s'il y a un divorce des époux, s'il y a un changement de régime matrimonial, on va décider de passer de régime de communauté à un régime séparation de biens, séparatiste, qu'est-ce qui va en être ? Comment on va apprécier cet aspect-là ? Eh oui, c'est pas l'entrepreneur individuel. Alors, est-ce qu'on joue sur cette notion brutale des régimes matrimoniaux ? Le conjoint décède, on a une succession, je simplifie bien sûr mon propos, on a une succession qui va porter sur la moitié des biens de communauté, dont le patrimoine affecté. Mais si on fait un autre raisonnement, en se disant finalement, est-ce que ce patrimoine affecté, qui fait l'objet d'une activité personnelle de l'entrepreneur individuel, et si c'était une qualification de bien propre, qu'est-ce qui va en être quand le conjoint va décéder ? Si le conjoint il décède. Et si on fait ce schéma-là, ça veut dire que il n'y a pas de transfert d'une quelconque patrimoine affecté aux héritiers du conjoint décédé. Ça veut dire que l'entrepreneur individuel va conserver la totalité du patrimoine affecté. On va jusque-là. Donc, vous voyez, et si l'inverse, on considère que finalement ce patrimoine affecté est un bien commun, le conjoint décède, oui, manque de chance pour l'entrepreneur individuel. Si on considère que c'est un bien commun, ce fameux patrimoine affecté, le conjoint décède, il y a une succession, il y a un partage. Et s'il y a un partage, effectivement, l'entrepreneur individuel ne va récupérer que la moitié donc des biens de ce patrimoine affecté, et les héritiers, l'autre moitié, sur lequel d'ailleurs il aura un droit de conjoint survivant. Mais il n'empêche que on va avoir un partage, et derrière, on va effectivement et nécessairement avoir ce qu'on appelle une indivision. Donc, mais si on considère effectivement, là aussi, je poursuis que dans ce patrimoine affecté, c'est considéré comme étant un bien commun, il y a quelques biens propres qui traînent à l'intérieur. Si on attribue la totalité de ses biens propres à l'entrepreneur individuel, ça veut dire que finalement, il a été avantagé par rapport à son conjoint. Est-ce que ça va nécessiter une récompense à la communauté de ce fait-là, du fait de l'attraction qu'il peut y avoir entre ces fameux biens propres qui ont été requalifiés d'une certaine façon en biens de communauté ? C'est toutes ces questions qui vont se poser. Alors, voilà, j'arrive au nœud du problème. Enfin, c'est pas le nœud, s'il y avait que ça. C'est que vous connaissez tous, aujourd'hui, le fait qu'en matière agricole, le conjoint d'un exploitant peut avoir un statut de collaborateur, mais que ce statut est limité à 5 ans. Et qu'au-delà, il va falloir faire un choix. Alors, quand vous regardez, qu'est-ce qu'il y a comme choix ? Soit le conjoint décide de ne pas travailler, pourquoi pas ? Soit le conjoint décide de devenir exploitant, soit le conjoint décide de devenir salarié. Pourquoi pas ? Compte tenu du coût du salariat qu'il peut y avoir, je suppose que la majorité des cas, et si ce n'est pas la grande majorité des cas, si le conjoint souhaite travailler sur l'exploitation, il va choisir, opter pour le statut d'exploitant. Et paf, on va tomber sur un problème. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qui va en être de ces deux époux-là qui vont devenir exploitants ? Soit ils font une société, mais j'en parle pas, mais s'ils décident de ne pas faire une société, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont être
tous les deux entrepreneurs individuels. Ah ben oui, mais les biens, le patrimoine affecté, où est-ce qu'on va le mettre? Moitié d'un côté, moitié de l'autre. Or, le texte qui a précisé qu'un patrimoine, un bien professionnel ne peut pas faire partie de plusieurs patrimoines professionnels, c'est le texte de l'EIRL, et ce texte a été supprimé. Alors, ça veut dire que finalement, alors il y a une chose qui sera sûre, c'est que le bien propre d'un époux, d'un entrepreneur individuel, ne pourra pas faire partie du patrimoine affecté de l'autre. Ça, c'est clair. Mais les biens communs, celui qui était déjà installé, en l'occurrence, celui qui était déjà installé, il avait son patrimoine affecté avec des biens communs dedans, et l'autre conjoint qui veut s'installer, quel bien va-t-il avoir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Deuxième aspect, les conjoints vont dire, bon, on ne va pas s'embêter à avoir chacun une exploitation individuelle, on va co-exploiter ensemble. Hein, même si ça peut poser des problèmes, je vous signale qu'il y en a encore, hein, des co-exploitations. Bon, peut-être pas énormément, mais il y en a. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer en co-exploitation? Hein, il fut un temps, on appelait ça une société de fait entre époux. Bon, l'administration fiscale a considéré que ce n'était pas une société de fait, mais peu importe, si vous voulez. Mais est-ce qu'on va mutualiser un patrimoine professionnel entre les deux? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va avoir deux patrimoines professionnels, même s'ils co-exploitent ensemble? Je ne sais pas. Les terres, on parlait des terres, les terres qui sont détenues en commun vont être dans quel patrimoine? Je ne sais pas. Et donc, vous voyez, vous me direz, là, on a des pistes, là, on a une porte de sortie. Enfin, personnellement, je trouve, on a une porte de sortie, c'est clair. Les deux époux qui décident d'être exploitants, à mon avis, qu'ils fassent une forme sociétaire, et puis on n'en parle plus. Hein, mais parce qu'on s'aperçoit que rester dans ce schéma entrepreneur individuel, eh bien, on a plein d'interrogations sur cet aspect. Je vous signale que ce texte-là est, je reviens un petit peu en arrière, la qualité de collaborateur n'existe que pour 5 ans. C'est-à-dire que vous allez avoir, et on a encore toute une série d'agriculteurs individuels sur le terrain qui existent, et donc on a forcément un choix qui va se faire dans ces couples-là. Et ce choix, si ce choix est d'être co-exploitant, on va tomber devant cette difficulté. Difficulté pour les biens indivis. Alors des biens indivis, ça peut être dans tous les régimes matrimoniaux en séparation de biens, parce que vous savez que je dis toujours que les régimes séparation de biens, c'est le régime le plus compliqué à faire fonctionner au quotidien. Un premier réflexe qu'on a, on va acheter le réfrigérateur ensemble. On crée une indivision. Donc, les régimes de séparation de biens sont très souvent compliqués de tout un tas d'indivisions. Et puis, vous avez les couples pacsés, les couples non pacsés, puis vous avez tout simplement les successions qui existent et puis où il n'y a pas eu de partage. Donc, on a toute une série de biens indivis. Qu'est-ce qui va se passer dans lequel ou dans ces co-indivisaires, il va y avoir un seul entrepreneur individuel? Comment on va créer le patrimoine affecté avec des biens en indivision? D'abord, pour créer le patrimoine affecté, faut-il l'accord express des autres co-indivisaires? Je répète de nouveau que le texte qui le prévoyait qu'il fallait l'accord des co-indivisaires a été supprimé, ce texte de l'EIRL. Donc, a priori, est-ce qu'on pourrait créer un patrimoine affecté sans l'accord des co-indivisaires? C'est-à-dire, on rejoint un petit peu les régimes matrimoniaux, les biens de communauté, d'une certaine façon. Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là? Ça me semble compliqué. Personnellement, ça me semble compliqué, mais c'est une question. Deuxième point, c'est l'accord pour créer le patrimoine affecté. Mais deuxième point, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Est-ce qu'on va mettre la totalité du bien indivis ou est-ce qu'on va mettre partiellement alors je ne vois pas comment on va pouvoir saucissonner un bien, partiellement les droits de l'entrepreneur individuel dans le bien indivis qu'il détient. Supposez qu'il détient un droit de 1/3, est-ce qu'on va mettre la valeur de 1/3 d'un bien indivis dans un patrimoine d'affectation? Alors, il semblerait, j'ai vu quelques commentaires déjà là-dessus, il semblerait que, a priori, ça serait la totalité du bien indivis qui ferait partie du patrimoine affecté parce qu'on raisonne en termes de biens. Bon, mais c'est quand même une interrogation. Donc il faut savoir, là aussi, on va tomber devant cette série de schémas
parce que je peux vous dire qu'effectivement, vous allez avoir sur le terrain, vous avez sur le terrain toute une série d'indivisions qui ne sont pas solutionnées, qui continuent, qui se pérennisent. Alors les créances professionnelles, les créanciers professionnels, donc je vais peut-être passer parce que Christine a évoqué un petit peu cet aspect-là. On va simplement soulever, si vous voulez, des interrogations, quelques interrogations sur ces créanciers professionnels qui ont comme gage le patrimoine professionnel. Donc, voulez-vous évoquer oui, ça c'est les créanciers professionnels. Non, j'ai été trop vite. Alors, oui, ça veut dire que les créanciers professionnels risquent finalement, comme on l'a évoqué, de contester que tel ou tel bien devrait faire partie du patrimoine professionnel. Ça, c'est la position des créanciers professionnels. Vous avez mis ça dans votre patrimoine privé, je suis désolé, vous l'utilisez à titre professionnel. Nous considérons que ça fait partie, donc nous pouvons nous jeter dessus. Et inversement, pour les créanciers personnels qui pourraient considérer qu'effectivement, vous avez mis ça dans votre patrimoine professionnel, c'est pas vrai, ça vous sert, finalement, c'est un petit étang pour aller à la pêche le dimanche, ça n'est pas une activité professionnelle, donc nous considérons que ça fait partie du patrimoine privé, donc nous pouvons faire une saisie dessus. Donc c'est un petit peu toutes ces difficultés-là. Et c'est là où on a tout le nœud du problème, c'est que l'élaboration du patrimoine professionnel est sous la seule responsabilité de l'entrepreneur. Bon, les créanciers professionnels particuliers, bon, ça, on va l'évoquer. Les créanciers personnels, ça, il n'y a pas trop de droits. Alors, si ce que, je ne sais plus si tu l'as évoqué, Christine, mais c'est le fait, on a une curiosité dans les créanciers personnels. Ils n'ont comme gage que les biens personnels. Et s'il n'y a pas assez de biens personnels, eh bien, on a prévu, ils vont pouvoir se jeter sur le revenu du patrimoine professionnel, mais pas n'importe quel revenu, sur le revenu qui est lié au montant obtenu sur le dernier exercice comptable. Voilà. Donc, si vous voulez, si vous avez des créanciers personnels qui finalement ont une ardoise qu'ils n'ont pas pu avoir sur leur gage eh bien, de 50 000 euros, que l'entrepreneur individuel a fait à la clôture d'un exercice comptable un bénéfice de 30 000 euros, eh bien, les créanciers personnels peuvent récupérer la valeur des 30 000 euros, mais pas plus. Pas plus. Hein. Bon, c'est une curiosité. Alors aussi, la question que je pose, moi, est quel bénéfice on parle ? On me parle de bénéfices. Vous savez qu'en termes de fiscalité, il y a bénéfice comptable, qui n'est pas le bénéfice fiscal, qui, etc., ne peut avoir aussi le bénéfice avec les réintégrations et déductions diverses. Enfin, vous voyez, toute une série de... Donc, et ça, je n'ai pas de réponse. On me parle de bénéfices, il y a un exercice clos. Bien sûr, il est interdit de s'auto-cautionner, ça serait pas très normal. Et on peut donc renoncer à la division des patrimoines soi-même à la demande d'un créancier. À la demande d'un créancier. Et le créancier dit « Monsieur, je veux bien travailler avec vous, mais il me faut des garanties, ou alors vous renoncez à votre séparation de patrimoine. » Il faut savoir que là, j'entre pas trop dans les détails parce que les décrets le précisent bien. Ça se fait en fonction d'éléments et de mentions très précises, dans des conditions très précises, et que la renonciation de l'entrepreneur individuel lui permet d'avoir un droit de rétractation de 7 jours. Sauf si dans le contrat signé au départ, il y avait une mention de possibilité de renonciation, et à ce moment-là, le délai de rétractation tombe à 3 jours francs. Bon, sachez-le, mais vous allez avoir des créanciers qui vont faire pression pour qu'il y ait une renonciation. Si, volontaire. Tout à fait. Ah non, tout à fait. Non, mais ça, tout à fait. On peut renoncer d'une façon volontaire. On renonce donc d'une façon à la demande d'un créancier, puis on renonce par le décès. Alors, le problème, c'est que cette renonciation, attention, si je prends, on a une petite question, tout au moins une petite réflexion à se poser. Cette renonciation n'implique que le créancier qui a demandé. Donc la fusion n'intéressera que le créancier qui a demandé, et non pas les autres créanciers. Ça va compliquer.
la gestion du dossier. Ça va compliquer la gestion du dossier. Hein. Et donc, alors, on a considéré tout au moins que cette renonciation, ce n'est pas assimilé à un acte de cautionnement, c'est pas une sûreté quelconque, c'est une possibilité, en l'occurrence, donnée par le texte. Mais il va y avoir des questions de renonciation. Alors, les questions de renonciation, c'est dans les couples. Et dans les couples, on fait état, donc, on va faire appel à l'article 1415 du Code civil. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'adore cet article-là, parce qu'on fait des choses assez superbes d'ailleurs. Vous savez, lorsqu'un époux emprunte ou se porte caution, il n'engage que ses biens propres et ses revenus. Quand on me dit qu'un époux qui emprunte engage ses biens communs, ça n'est pas vrai. À titre 1415, il n'engage que ses biens propres et ses revenus, sauf s'il y a le consentement de son conjoint. Et dans ce cas-là, on engage les biens communs et les revenus du conjoint, mais jamais les biens propres du conjoint. Toujours ce texte-là. Et donc là, on va se poser des questions, effectivement. Est-ce que la rénonciation pourrait être considérée comme faisant intervenir l'article 1415 du Code civil, c'est-à-dire que pour renoncer, faudrait-il avoir le consentement du conjoint? Il semblerait que oui, de par la position actuelle de la Cour de cassation, qui va très très loin dans l'application de l'article 1415 du Code civil. Voilà, je voulais donc terminer par une conclusion. C'est vrai que c'est pour moi le plus gênant, je pense que Christine, tu l'as dit aussi, le plus gênant, c'est cette dualité de patrimoine, cette séparation de patrimoine qui est obligatoire, automatique et brutalement qui s'est appliquée en avril. Je dis bien brutalement qui s'est appliquée en avril. D'accord, il n'y a pas les simplifications qu'on avait on avait des formalités dans le IRL, et là on a plus ces formalités, on a simplifié en l'occurrence. Je vous signale que le Conseil d'État a donné un petit peu un avis, c'est pas une position, c'est un avis. Il a dit que cette simplification risque d'être un retour de bâton pour les entrepreneurs individuels. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les créanciers, n'étant plus informés des gages qu'ils ont, eh bien, vont se lancer dans les garanties personnelles ou autres. Voilà. Et donc, ça risque d'entraîner un afflux de demandes de garantie par les créanciers de par cette souplesse, en l'occurrence, puisqu'il n'y a plus de formalité de publicité. Comment un créancier qui va venir travailler avec un agriculteur va connaître le patrimoine professionnel de l'agriculteur? Bon, vous me direz, est-ce que vous ne pouvez pas me passer votre document comptable au dernier bilan, etc. Il aura une petite idée. Mais ça n'est pas suffisant, parce qu'on sait très bien que peut faire partie du patrimoine professionnel des biens qui ne font pas partie du bilan comptable. Donc, vous voyez. Et donc, les créanciers, étant un petit peu dans le brouillard, vont dire, qu'à cela ne tienne, on va aller chercher des garanties, chercher la signature de madame, des grands-parents, etc., etc. Deuxième aspect, c'est faciliter la transmission ou le transfert, c'est plus cette notion de terme qui a été employée, de transfert universel, parfait. Mais je vous rappelle que toutes les questions qui se posent, c'est quoi? C'est la notion d'abord définition juridique, comme tu l'as évoqué, immeuble ou meuble, qu'est-ce qu'il en est de ce patrimoine affecté? C'est la notion, en l'occurrence, dans les régimes patrimoniaux, bien commun, bien propre, on est dans le flou, le plus important. C'est la notion d'utilité et de titularité, d'une certaine façon. Et puis, c'est tout ce qu'on appelle, alors je ne vous ai pas parlé des démembrements de propriété, mais c'est pareil. Le droit de propriété, c'est le nu propriétaire, sauf que le droit d'utiliser, donc d'usage, c'est l'usufruitier. Ça veut donc bien dire que d'une certaine façon, comme on nous parle dans ce texte-là, un bien utile à l'activité, on pourrait considérer que si c'est un usufruitier qui a l'activité, pourrait mettre le bien dans son patrimoine professionnel parce qu'il utilise le bien. Question, interrogation, je m'en excuse de soulever toutes ces interrogations, mais ça vous montre que c'est ce texte qui est, comme tu le disais, qui est énorme dans sa... comment dirais-je, dans son approche juridique, parce que ça soulève plein de questions au niveau juridique, eh bien ce texte aujourd'hui s'applique totalement. Donc essayons de tout au moins d'attirer l'attention des utilisateurs potentiels sur les problèmes que ça peut poser. Et alors ça, c'est mon avis personnel. Je ne peux pas m'empêcher de donner. Et, ouais, de l'intérêt, est-ce qu'on n'aurait pas plus intérêt à constituer une société ou renoncer, tout à fait, tout à fait.
Et parce que par rapport à ce que tu disais, Christine, les sociétés unipersonnelles se développent énormément. Bon, voilà. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur ce fameux statut de l'entrepreneur individuel. Merci.